Eh, vous savez quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de biologie sur la chaîne. Et en réalité, il y a une raison à ça. Je vais être honnête avec vous. Parce que je suis pas très bon en biologie. J'aime bien, hein, mais je suis pas bon. Cependant, il y a un sujet, ça fait un certain temps que j'ai envie d'en parler. Et quand je dis un certain temps, littéralement, ça fait 8 ans que je me dis qu'il faut que je fasse une vidéo dessus. J'avais même un titre à l'époque, qui était pas ouf, hein. Le titre c'était « Les hormones, le quartet gagnant ». Parce que j'avais l'intention de parler que de 4 hormones. Alors, très clairement, on va se concentrer sur ces 4-là, mais on va en parler plus généralement. Et donc, aujourd'hui, et juste, les étudiants en biologie, respirez un grand coup. Rappelez-vous que c'est que de la vulgarisation, d'accord? Et préparez-vous à vivre ce que vivent les étudiants en physique depuis des années. Les hormones. Déjà, les hormones, eh ben, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir, le principe est à peu près aussi brillant qu'il est simple. Vous savez que dans le corps, on a des trucs qui s'appellent des organes. Alors les organes, pour le dire très simplement, c'est un ensemble de cellules, de tissus biologiques, voilà, qui sont organisés entre eux pour une fonction donnée. Et cette fonction, ça peut être la vue, ça peut être la digestion, ça peut être la respiration, enfin ça peut être tout un tas de trucs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque fonction précise, derrière, il y a un organe. Vous savez également, normalement, que votre corps entier est traversé de plein de réseaux sanguins dans lesquels circule le sang qui véhicule de l'oxygène et tout un tas de trucs. Eh bien, une hormone, parce que oui, on dit une hormone, c'est pas un hormone, c'est une hormone. Une hormone, c'est une substance chimique qui est produite par un organe et dont le but va être de faire quelque chose, mais dans un autre organe. Donc elle est produite par un organe, elle est transportée dans le sang jusqu'à son organe cible, où là, elle fera ce qu'elle a à faire. Donc, petite précision immédiate, hein, c'est pas le même mécanisme qu'un nerf, qui va être directement connecté à un organe, par exemple. Autre petite précision, parce que je sais où ça va, quand je dis que l'hormone, elle va aller faire ce qu'elle a à faire, on est d'accord que c'est une façon de parler. En gros, c'est une molécule, elle n'a aucune conscience d'elle-même, elle n'a aucune conscience de son but, tout ceci se fait naturellement par des processus chimiques. Voilà. Donc, quand je vais dire « l'hormone va faire ce qu'elle a à faire », je ne suis pas en train de dire qu'il y a une volonté derrière. Sérieux, les étudiants en biologie, détendez-vous. Et donc là, il s'agit bien donc d'un truc chimique qui est produit par une glande. Ce machin sécrété va circuler dans le sang, ou dans le système lymphatique, hein, aussi d'ailleurs, c'est pas interdit, et ça va jusqu'à l'organe cible où ça va produire un effet. Voilà. C'est un genre de Bluetooth, mais sans les ondes. Et on va instantanément noter que les phéromones dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est un peu le même genre de mécanisme, sauf que les phéromones, ça se passe à l'extérieur du corps. Les phéromones sont sécrétés par des glandes à l'extérieur du corps, et l'organe cible, en réalité, c'est un autre organisme. Ça peut être par exemple d'un mâle à un mâle pour marquer un territoire, ça peut être d'une femelle à un mâle pour indiquer une disponibilité sexuelle, et on va également immédiatement noter l'existence des ectomones. Alors là, c'est un peu comme les phéromones, mais c'est un cran au-dessus, si vous voulez. C'est-à-dire que comme les phéromones, le but, c'est de s'adresser à un autre organisme, mais là, en plus, un autre organisme d'une espèce différente. C'est un truc qui est hyper courant dans le monde végétal, par exemple. Et puisqu'on en est déjà à ce niveau de détail, bon bah alors on va tout de suite dire que les ectomones, il en existe 3 sortes. Hein. Il y a les allomones qui profitent à l'espèce qui émet l'ectonome. C'est le cas par exemple d'une plante qui va émettre un répulsif contre les insectes herbivores. Ensuite, il y a les chéromones qui profitent à l'organisme cible. Si vous voulez, c'est le cas par exemple pour les cerises. Les cerises, quand elles sont suffisamment mûres, elles émettent un chéromone qui attire les mouches à cerises. Et enfin, il y a les cynomones. Alors là, c'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant, ça fait plaisir à tout le monde, ça profite à tout le monde. C'est le cas d'une plante qui va attirer un insecte. L'insecte va boire le nectar, il est content, et en même temps, il va aller polliniser. Ça profite à tout le monde. Voilà, et bien, tout ce que je viens de dire, tout ça, vous pouvez le mettre de côté, c'est pas le sujet de l'épisode. Parce que le sujet de l'épisode, je le répète, c'est les hormones. Donc les hormones, ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées par un organisme, puis transportées dans le sang ou dans le système lymphatique vers un ou plusieurs organes cibles du même organisme. Ok. Et déjà, on peut distinguer immédiatement un truc très important et qui distingue nettement l'hormone du message nerveux. Lorsqu'un message nerveux est envoyé
vers un organe, lorsqu'il y a une impulsion électrique qui est envoyée via un nerf directement sur un organe, c'est fait de façon extrêmement localisée dans l'espace et dans le temps. Ça va à un endroit donné, à un moment donné. Transbahuter des machins chimiques dans le sang, en revanche, vous comprenez bien que ça met plus de temps, que niveau précision de la destination, on est un peu plus diffus. Et parce que l'objectif d'une sécrétion hormonale n'est pas le même objectif qu'un influx nerveux. Ah oui, et de suite, on va préciser un truc, j'aurais dû le dire plus tôt, mais en vrai, ça va, je peux le dire maintenant. Les hormones, c'est ce qu'on appelle des molécules messagères. Elles participent à la communication dans l'organisme. Mais donc, comme je viens de le dire, cette communication, elle est lente et diffuse. Petit exemple pour fixer les esprits. Voilà. Si vous avez une plaque de cuisson qui est chaude et que vous collez votre main dessus, il y a immédiatement les nocicepteurs et les thermocepteurs qui vont s'activer, envoyer un message à votre cerveau, et votre cerveau va envoyer ensuite un autre message à différents muscles pour dire « Putain, mais bouge ta main, ça brûle !» Ça, c'est de la communication nerveuse. Rapide, courte, localisée. En revanche, l'insuline, qui est fabriquée quelque part dans le pancréas, alors, on sait où dans le pancréas. Je veux dire, c'est pas un mystère, c'est juste que là, je rentre pas dans le détail. L'insuline est sécrétée à peu près tout le temps pour réguler le taux de glucose, de sucre, dans le sang. Lorsque vous prenez du sucre, il va y avoir une sécrétion d'insuline pour aller dégrader ce sucre pour réguler le taux de glucose. C'est long, c'est lent et c'est diffus. Bon, et puis là, pour le coup, c'est vraiment diffus parce que ça concerne vraiment tout le système sanguin. Donc, ouais. Et je pense ne pas vous apprendre grand-chose en vous disant que les hormones sont essentielles dans nos vies. En revanche, j'espère vous apprendre peut-être à quel point elles sont essentielles dans nos vies. Et peut-être même pas d'ailleurs, parce que je me rends bien compte que c'est difficile d'appréhender à quel point. Je veux dire, pas simplement de l'entendre intellectuellement, mais de l'intégrer, d'intégrer cette information. Pas simple. Est-ce que vous connaissez ce qu'en embryologie on appelle la différenciation cellulaire? Et pour en parler, on va se concentrer sur les mammifères. Imaginez, ovule, spermatozoïde, mettons humain, ovule, spermatozoïde, hop, fécondation, on se retrouve avec une cellule unique qui, si tout se passe correctement, des mois plus tard, donnera naissance à un humain. Le spermatozoïde apporte la moitié du matériel génétique, l'ovule apporte l'autre moitié du matériel génétique, et la personne dans le corps duquel l'ovule fécondé va se développer, elle apporte absolument tout le reste. Mais donc, cette cellule unique, à un moment donné, elle va se diviser pour devenir 2 cellules, chacune de ces 2 cellules vont se diviser pour devenir 4 cellules, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne un tas de cellules absolument indistinctes les unes des autres. Sauf qu'à un moment donné, il y a des cellules qui vont devenir des cellules d'os, il y a d'autres cellules qui vont devenir des cellules de foie, des cellules de cœur, d'œil, de cerveau, etc. Et le moment où les cellules cessent d'être identiques et qu'elles commencent à être différentes les unes des autres, ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. Et ce machin est provoqué par des protéines. Il n'y a pas de suspense là-dessus, c'est provoqué par des protéines. C'est pas des hormones en jeu, là, c'est des protéines. Sauf que la différenciation cellulaire, c'est un processus qui se passe pas n'importe quand. Ça se passe à un moment précis de la gestation. Et, je le répète, il n'y a pas de volonté dans les cellules. Il n'y a pas de « pas encore les gars, attention, attention, vous êtes prêts? Go !» Non, tout ça doit s'effectuer naturellement, chimiquement. Et il se trouve que chez un paquet de mammifères, la différenciation, elle est retardée par un processus hormonal, et c'est-à-dire que littéralement la gestation est mise en pause. C'est ce qu'on appelle la diapause. Mais si on en revient aux humains, le fœtus, quand il vient se coller à la paroi de l'utérus une dizaine de jours après la fécondation, ce qu'on appelle la nidation, comment se fait-il que l'utérus soit OK avec ça? Parce que, pardon, mais à ce stade, le fœtus, c'est un corps étranger dans l'organisme. L'ovule, s'il n'avait pas été fécondé, il aurait été dégagé quelques jours plus tard. Le spermatozoïde, alors là, il vient d'un autre organisme, donc c'est littéralement un corps étranger. Le fœtus, à ce moment-là, il n'est pas particulièrement connecté au corps maternel. Donc comment ça se fait que l'utérus est OK et qu'il n'y ait pas une réponse défensive de l'organisme? Et bien tout simplement parce que le fœtus, oui, le fœtus qui 10 jours plus tôt n'existait pas du tout, a une couche externe qui s'appelle le chorion, et que le chorion va justement sécréter une hormone pour que l'utérus soit accueillant,
pour qu'il accueille la nidation. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'hormones, il n'y a déjà pas de nidation. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire par la suite, de toute façon, ça n'existe pas du tout sans les hormones. Déjà. Après, et vraiment, j'ai pas envie d'entrer dans le détail parce que sinon, on y est encore demain, et j'ai vraiment envie de me concentrer sur quelques hormones en particulier. Les hormones, on l'a vu, régulent le sucre dans votre sang, elles régulent votre croissance, elles régulent votre température, enfin en partie. Il y a plein de trucs qui permettent de réguler votre température, hein, notamment plein de réponses nerveuses de l'hypothalamus. Mais il existe aussi un truc qui s'appelle la thermogénèse chimique, qui va augmenter votre métabolisme cellulaire en réponse au froid. Ça, c'est les hormones qui s'en occupent. Tout ça pour dire que les hormones, non seulement elles sont essentielles, mais elles sont essentielles en permanence. Pas une fois par semaine, pas tous les jours, à chaque seconde de votre vie, en permanence. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se concentrer sur quelques hormones. Et la première dont on va parler, c'est sans doute la première à laquelle vous pensez quand on parle d'hormones. L'adrénaline. Juste tout de suite, avant que ça tombe dans les commentaires, l'adrénaline et l'épinéphrine, c'est la même molécule. La différence, c'est que l'épinéphrine, c'est la version médicamenteuse de l'adrénaline, qui est produite dans des laboratoires. Alors que l'adrénaline, c'est votre corps qui le produit tout seul comme un grand. Même si en vrai, techniquement, adrénaline, c'est le nom latin et épinéphrine, c'est le nom grec. Donc on parle vraiment bien de la même chose. Mais dans l'usage, c'est ce que j'ai dit. L'adrénaline fait partie d'une grande famille d'hormones qui s'appelle les catécholamines. Voilà, c'est une famille chimique, on s'en fout, voilà, c'est son nom. Voilà. Sauf que les catécholamines ne sont pas seulement des hormones, ce sont également des neurotransmetteurs. Voilà, donc juste les neurotransmetteurs, c'est exactement le même principe que les hormones, c'est la même chose, sauf que plutôt que de circuler dans le sang pour aller d'un organe à un autre, ils circulent de neurone en neurone. Ils sont transmis par des neurones. Ce sont des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. C'est un synonyme. Et alors, la question qu'on va poser au sujet de toutes les hormones sur lesquelles on va se concentrer, donc ici en l'occurrence l'adrénaline, quand est-ce qu'on en produit et qu'est-ce que ça fait quand on en produit? Quand est-ce qu'on produit de l'adrénaline? En cas de stress ou en cas de fatigue physique à l'approche justement d'une activité physique. Ah, et bien sûr, pour ce qui concerne le stress, ça dépend du niveau de stress. Vous connaissez le principe des jumpscares au cinéma? Vous savez, il se passe rien, il y a un peu de tension, tout ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Et puis d'un coup, bah, un gros bruit, un truc qui bouge très fort, tout ça, ça vous fait sursauter, puis après ça vous fait ricaner bêtement. Et bien sur le principe, ce que fait un jumpscare, c'est susciter en vous un sentiment intense de stress, mais très court, hein, de quelques secondes, pour sécréter de l'adrénaline. Oui, parce que la peur est génératrice de stress. Hein. Ça c'est bon. Quand on dit que les gens qui font des sports extrêmes sont accros à l'adrénaline, oui, c'est justement parce que ce sont des sports qui font peur. N'allez pas croire qu'un gars qui fait du base jump ne connaît pas la peur. C'est juste que la décharge d'adrénaline lui apporte plus que ce que la peur ne le fait fuir. Donc voilà, on est stressé ou alors on est fatigué, puis il y a une activité physique qui approche, on sécrète de l'adrénaline. Tout ça c'est très bien, mais alors, du coup, voilà, je sécrète de l'adrénaline. Eh ben ça fait quoi? Lorsque le cerveau se dit « Eh, mais on stresse là !» il envoie un signal à l'hypothalamus. Alors, on en parle de temps en temps de l'hypothalamus, mais globalement, c'est le centre des émotions. Globalement. Et l'hypothalamus envoie un message aux glandes médulo-surrénales. Surrénales, qui sont au-dessus des reins. C'est ici que va se produire la sécrétion d'adrénaline. Alors, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le trac, hein, le lien dans la description, mais qu'est-ce qui se passe quand on produit de l'adrénaline au niveau de l'organisme? Augmentation du rythme cardiaque pour pouvoir apporter plus d'oxygène au cerveau, aux muscles et aux différents organes qui en ont besoin. Mais d'un coup, l'organisme considère que la digestion, c'est plus un processus prioritaire, donc la digestion ralentit, c'est ce qui fait qu'on peut se sentir nauséeux ou avoir des papillons dans le ventre. Oui, un peu comme quand on est amoureux. On a des papillons dans le ventre. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant que quand on est amoureux, ça vient avec son lot de stress. L'organisme se concentre sur les organes vitaux aux dépens des extrémités, ce qui fait que les extrémités sont moins irriguées, donc elles refroidissent. Hein. Pieds, mains, nez, oreilles... Et comme dans le même temps, la température du corps augmente à cause de l'augmentation du rythme cardiaque, eh ben ça fait des chauds-froids et ça nous fait trembler. Les pupilles se dilatent pour augmenter la vigilance. D'ailleurs, on perd un peu en vision périphérique. Hein. Il y a ce qu'on appelle une tunnelisation de la vision. Bref, en un mot commençant, le corps se prépare face au danger. Voilà. L'effet de l'adrénaline, c'est ça, c'est préparer le corps
au danger. Et alors, pour la plupart des gens, c'est une sensation qui n'est pas franchement agréable. Mais pour certains, donc comme je le disais il y a quelques instants, c'est une sensation qu'ils recherchent. Ce sont les accros à l'adrénaline. Par ailleurs, et c'est un truc que vous savez sans doute déjà, on utilise également l'adrénaline de façon médicamenteuse en cas d'arrêt cardiaque ou de choc allergique. Mais attention, parce que c'est pas sans effet. Je veux dire, par exemple, si vous faites de l'arythmie cardiaque, l'adrénaline, c'est pas nécessairement le truc qu'il vous faut. Mais là, on entre dans un truc de spécialiste, avec des histoires de contre-indications, de posologie, je veux pas rentrer là-dedans. D'accord? Là, c'est une affaire de spécialiste. En revanche, ça me donne l'occasion de parler d'un truc qui est important. Qui est tellement important d'ailleurs qu'il n'est pas interdit de penser que, malgré ce que je vais faire là, il n'est pas impossible de penser qu'un jour, j'en ferai un épisode. D'accord? Voilà, donc je vais juste en faire une parenthèse, mais que ce soit clair. Entre bien aux amis. Là, vous êtes 7 à avoir la ref. J'en fais une parenthèse uniquement parce que c'est pas le sujet de l'épisode. Pas parce que c'est anecdotique. Parce que le sujet est important. Mais c'est pas le sujet de l'épisode. Donc, parenthèse. Vous avez tous déjà vu au moins une fois dans un film, dans une série, ou peu importe, il y a quelqu'un dont le cœur vient de s'arrêter de battre. Si c'est dans un hôpital, c'est le moment où tout le monde gueule « Code bleu, code bleu !» Du coup, ils vont vite chercher un défibrillateur, ils le calent dessus, ils disent « Chargez, chargez !» Ensuite, ils disent « Dégagez !» parce qu'il faut que personne touche le corps au moment où ils envoient le choc, parce que sinon l'autre il prend le choc avec. « Dégagez !» Et bam! Ah, on n'a toujours rien. Chargez, chargez, dégagez! Bam! Et encore, 8500 joules! Je sais pas. Chargez, chargez! Bam! Attendez, ah, c'est bon, j'ai un pouls. Enfin, lui, moi aussi j'ai un pouls, mais bref, à ce moment-là, il y a des violons, là les gens pleurent et tout, c'est cool, la personne est sauvée. Mais pas pour moi je dis non film, non série, 1000 fois non. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un défibrillateur. Le principe d'un défibrillateur, c'est de défibriller. C'était facile, c'était dans son nom. On appelle un truc qui aspire, un aspirateur. Un truc qui rodate, un eurodateur. Un truc qui conspire, un conspirateur. Un truc qui spectate, un spectateur. Et un truc qui défibrille, un défibrillateur. Mais du coup, ça veut dire quoi défibriller? Un cœur qui bat normalement, si vous lui collez des électrodes, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est un cœur qui bat normalement. Ça, en revanche, c'est pas un cœur qui bat normalement. Ça, c'est un cœur qui fait n'importe quoi. C'est un cœur qui fibrille. Une fibrille, c'est une petite fibre. Et dans le cadre du cœur, une fibrillation, c'est une activité anarchique des muscles des oreillettes cardiaques. Vous le savez, le cœur a 4 cavités. 2 ventricules, 2 oreillettes. Les oreillettes, c'est les cavités du haut. Et une fibrillation des oreillettes, ou fibrillation auriculaire, c'est quand ça se met à battre n'importe comment. Genre, il y a plein de petites vibrations, c'est pas en rythme, enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et le problème, je pense que vous comprenez bien, c'est que quand le cœur bat n'importe comment, le sang circule n'importe comment. Et ça, c'est pas bon pour l'organisme. Un défibrillateur ne sert absolument pas à redémarrer un cœur à l'arrêt. Non. En réalité, c'est même presque l'inverse. Ouais, faut peut-être pas pousser non plus. J'ai dit presque. Oui, bon, t'as dit presque, mais quand même, quoi. Alors, bon, ok, en effet, le but du défibrillateur, c'est pas que le cœur arrête de battre. Le but du défibrillateur, c'est que le cœur arrête de faire n'importe quoi. Ok, mais donc on est bien d'accord, c'est pas l'inverse. Si vous avez dans un centre commercial un gars qui s'effondre comme ça, bam, au milieu de tout le monde, et vous allez chercher le défibrillateur, ok, mais le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de voir si cette personne respire encore. En réalité, il faut chercher si cette personne a encore un pouls. Mais dans le stress et dans l'urgence, c'est plus facile de dire au pégu de base qui passe à côté de vérifier si la personne respire que d'aller chercher son pouls. Ensuite, il faut installer le défibrillateur comme c'est marqué sur la boîte, voilà. Et l'avantage de ces machines, c'est qu'elles font elles-mêmes un diagnostic, ce qui fait qu'elles se déclenchent pas s'il n'y a pas besoin. Alors que dans les hôpitaux, c'est des machines qui sont faites pour des professionnels qui ont été formés, et donc ils peuvent les déclencher exactement comme ils veulent et quand ils veulent. Mais si la machine détecte des fibrillations, elle va envoyer le bon niveau d'impulsion au moment adéquat selon elle pour se donner un maximum de chances de cesser les fibrillations. Et là, faut être clair, c'est-à-dire que même si le truc marche, c'est pas parce que la personne n'a plus de fibrillation que ça y est, elle va bien. Je veux dire, potentiellement, elle respire toujours pas et son cœur bat toujours pas. D'où l'intérêt du massage thoracique. Qui d'ailleurs fait également office de ventilation artificielle. Oui, apparemment, le bouche à bouche, c'est un truc qui se fait plus trop. Et donc, à partir de là, il faut faire un massage cardiaque jusqu'à ce que les secours arrivent.
Ce qui signifie qu'il fallait appeler les secours. Ok? Oui, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. C'est pire que ça, parce qu'en réalité, dans ce genre de situation, le temps, c'est un facteur qui est très important. Donc, idéalement, il y a quelqu'un, idéalement, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui appelle les secours pendant que quelqu'un d'autre s'occupe du gars qui est sur le carreau. Mais si vous êtes seul, alors attention, parce que ce que je vais dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il faut être capable d'avoir suffisamment de recul pour être capable de se dire à un moment donné, ok, je lâche le gars pendant 8 secondes, le temps de prendre mon téléphone, de composer le 112 et de mettre le haut-parleur. Premier degré, quand on n'est pas formé, je pense qu'il faut beaucoup de lucidité hein, pour aider quelqu'un qui est comme ça. Bref, ensuite, les secours arrivent et eux, ils ont du matos adapté et ils savent ce qu'ils font. Mais voilà, donc juste si un jour vous vous retrouvez à faire un massage cardiaque à quelqu'un dans la rue, sachez que ça peut durer 20, 25, 30 minutes. Voilà, donc il faut rien lâcher. Hein. Donc n'hésitez pas même à vous relayer avec d'autres passants. Et peut-être qu'alors, les secours, vous les verrez faire un truc que vous avez vu dans Pulp Fiction, à savoir balancer une dose d'adrénaline directement dans le cœur, ce qui va permettre de relancer l'organisme. Puis là, moi, ça me permet de reboucler sur l'épisode et de fermer cette parenthèse. Voilà. Cela dit, renseignez-vous sur les formations pour les premiers soins. C'est, sans déconner, ça sauve des vies. Hein. Donc ça, c'était l'adrénaline. Et la deuxième hormone dont nous allons parler, c'est une hormone qui fait également partie de la famille des catécholamines, et c'est une hormone, qu'est-ce que je l'aime cette hormone, et qu'est-ce que vous aussi vous l'aimez cette hormone? La dopamine. Là encore, on est à la limite des hormones, mais j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Hein, la dopamine, c'est une neurohormone, hein, c'est un neurotransmetteur. Et donc, même question qu'auparavant, quand et pourquoi est-ce qu'on en produit, et qu'est-ce que ça fait? Et on va tout de suite balancer un truc comme ça, vous allez voir, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette hormone je l'aime, pourquoi vous l'aimez. En plus, c'est pile ce qu'il faut de putaclic, voilà. Le petit nom de la dopamine, c'est la molécule du plaisir. Ça y est, vous êtes attentifs? Eh ben on y va. La dopamine est produite par nos neurones, par très peu de nos neurones en réalité, et c'est une hormone qui est fondamentale à notre survie parce qu'elle fait partie d'un truc qui s'appelle le circuit de la récompense. Alors en neurosciences, le circuit de la récompense, c'est un ensemble de mécanismes bien déterminés de ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais m'attarder sur l'aspect moins biologique de la chose, et je vais plus m'attarder sur son fonctionnement. L'idée du circuit de la récompense, c'est qu'il y a certains comportements qui, quand on les adopte, nous procurent une sensation de plaisir, ce qui va nous pousser à reproduire ces comportements. Un genre d'autoconditionnement, si vous voulez. Et d'ailleurs, boum, parenthèse, vous allez kiffer. En 1954, il y a deux gars qui s'appellent James Holz et Peter Milner, respectivement psychologues et neuroscientifiques, qui réalisent une expérience qui est si importante qu'il est assez classique de considérer que ces deux gars sont en réalité les pères des neurosciences modernes. Ils font des expériences avec des rats, hein. Voilà, ils leur font faire des labyrinthes, des machins, tout ça. Et notamment, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que le rat a résolu le labyrinthe, ils étudient son activité cérébrale. Ils constatent qu'à ce moment-là, telle ou telle partie du cerveau est active, et donc ils décident d'aller planter une électrode pile au bon endroit dans le cerveau pour pouvoir activer artificiellement cette zone du cerveau. Sauf qu'ils n'activent pas eux-mêmes ces zones. En fait, ils relient l'activation de ces zones à un levier qui est dans la cage du rat. Et ils attendent. Et le rat finit, par accident, par appuyer sur le levier, ce qui active cette zone du cerveau. Hop! Et là, le rat, il kiffe. Et au bout d'un certain nombre de fois, il finit par comprendre que c'est en appuyant sur le levier qu'il a cette sensation de kiff. Et à partir de là, dans la cage du rat, c'est la fête du slip. Le rat appuie continuellement sur le levier, mais genre plusieurs milliers de fois par heure. Il s'arrête que quand il est épuisé. Il s'arrête pas pour boire, il s'arrête pas pour manger, il ne s'arrête littéralement que quand il a plus la force physique d'appuyer. Et là, nos deux scientifiques qui font cette étude, ils se posent une question qui est vachement légitime, ils se disent, mais ce truc-là n'a aucun intérêt d'un point de vue de l'évolution de l'espèce. Alors pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Eh bien ça sert parce que la sensation de plaisir est sous-jacente justement à ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc, quand est-ce qu'on produit de la dopamine? Potentiellement, n'importe quand. Dès qu'on fait le moindre truc un tout petit peu satisfaisant, boum, dopamine. Il y a un gars dans la rue qui est paumé, qui vous demande son chemin. Vous lui donnez l'information et il a l'air satisfait, dopamine. Vous êtes au musée, vous voyez un tableau, vous trouvez qu'il est joli, dopamine. Vous avez un crush, vous l'invitez à monter chez vous, elle dit OK,
méga putain de dopamine. La dopamine est sans doute un des meilleurs motivateurs biologiques au monde. Elle provoque, alors même si j'aime pas tellement le terme, elle provoque un renforcement positif. Vous apprenez à jouer d'un instrument de musique et vous galérez et c'est compliqué, mais ça y est, après des heures et des heures et des heures, vous arrivez enfin à jouer le morceau que vous aviez envie de jouer. Dopamine. Et vous avez envie de continuer. Alors, l'ennui, c'est que la dopamine peut également vous renforcer des comportements pas ouf. Vous jouez au casino, vous flambez comme un gros débile, mais accident, vous gagnez gros, dopamine. Vous testez une drogue et vous kiffez la sensation, dopamine. Donc à la question à quoi ça sert la dopamine, la réponse est simple, ça vous motive à recommencer. Voilà, c'est la base du truc. Manger quand on a faim ou boire quand on a soif, ça produit de la dopamine. Je veux dire, c'est assez dingue de se dire que si ça se trouve, s'il n'y avait pas de dopamine, peut-être qu'on se laisserait mourir de faim ou de soif. Repensez au rat, hein. Il s'arrêtait ni pour manger ni pour boire. Mais voilà, les drogues, l'alcool, le tabac, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'au début, vous kiffez donc dopamine, mais après, ce qui se passe, c'est que c'est la drogue, le tabac ou l'alcool eux-mêmes qui vont modifier d'autres circuits neuronaux, notamment qui sont liés à votre sentiment de bien-être, si bien qu'au bout d'un moment, les comportements addictifs ne sont plus là pour vous procurer du bien-être, mais pour vous sortir d'un mal-être. C'est hyper fourbe comme truc. C'est ce qui fait que c'est dur d'arrêter. Hein. Parce que vous vous dites, mais si j'arrête le truc qui m'enlève ce sentiment de mal-être, bah du coup je vais rester dans mon sentiment de mal-être jusqu'à la fin de ma vie. Alors que non. À noter, et je finirai là-dessus sur les neurones qui produisent la dopamine, apparemment, en manquer peut conduire à la maladie de Parkinson et en avoir trop peut conduire à certaines formes de schizophrénie. L'occasion de rappeler que l'organisme, c'est avant tout un équilibre. Et justement, en parlant d'équilibre, bon, là, voilà, je sais ce que vous vous dites, il nous dit qu'il fait un épisode sur les hormones, et au final, il ne parle que de neurohormones. Alors oui, ok, on est à la limite du terme, mais normalement, j'ai suffisamment pris de gants, j'ai suffisamment bordé le truc avec des caveats de partout. Normalement, c'est bon, vous avez compris. Bon, la sérotonine, donc, c'est un neurotransmetteur, et assez simplement, si vous pensez équilibre, pensez sérotonine. Et alors, attention, quand je dis équilibre, je ne parle pas de tenir debout sur un pied. La sérotonine est produite à 95% par l'intestin et à 5% par le cerveau. Ne jamais oublier, les gens, que votre système digestif est votre deuxième cerveau. Il faut jamais l'oublier. La sérotonine, on la produit globalement tout le temps, et évidemment, vous avez compris, elle est fondamentale à notre survie, elle est essentielle, tout ça, voilà. Mais pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. La sérotonine régule notre humeur, notre appétit, notre alternance veille-sommeil, notre vigilance, notre perception de la douleur, de la température, de la libido, et j'en passe. Par exemple, un truc tout con, la sérotonine peut inhiber les producteurs de dopamine, pour en produire moins, pour réguler. Très clairement, personne ne conteste le fait que la sérotonine a un effet sur nos émotions. Et vous savez ce que c'est son petit nom à la sérotonine? La molécule du bonheur. Et ça, c'est particulièrement cocasse. Comment ça, cocasse? La dopamine, c'est la molécule du plaisir. La sérotonine, c'est la molécule du bonheur. Spontanément, on se dit que ça devrait plutôt bien se passer entre les deux, non? Non, ce sont deux neurotransmetteurs antagonistes. Ils ne bossent pas du tout dans le même sens. La dopamine vous pousse, vous motive à faire des trucs pour aller rechercher de la satisfaction, tandis que la sérotonine, justement, en vous procurant une sensation de bien-être, on va appeler ça vite fait de bonheur, mais bon, vous avez compris, voilà, elle vous pousse au contraire à ne rien changer, à laisser les choses exactement comme elles sont, à chercher le statu quo, d'accord? Tout est bien. Est-ce que ça voudrait dire d'une certaine manière que plaisir et bonheur sont antagonistes? Eh ben, j'en sais rien. C'est une question pour les philosophes. C'est une question intéressante, hein, mais c'est une question pour les philosophes. Cela étant, ça me fait un peu penser à mon épisode sur la musique, c'était mieux avant, et l'effet de statu quo. Le lien dans la description. Petite anecdote comme ça, au passage. En 1953, le pharmacologue britannique John Gadum, c'est à lui qu'on doit notamment la notion d'antagonisme dans les récepteurs moléculaires. C'est ce dont on parle, là. John Gadum montre que le LSD se fixe sur les mêmes récepteurs que la sérotonine, ce qui annule en partie les effets de la sérotonine. Ce qui fait que le LSD est antagoniste de la sérotonine, et que donc, quand on prend du LSD,
On ne régule plus correctement la dopamine, ce qui fait qu'on peut produire plus de dopamine pour plus de plaisir. Donc tout ça, ça a l'air très bien sur le papier, mais rappelez-vous ce qu'on a dit, quand il y a trop de dopamine, tout est lié dans l'organisme. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un équilibre, quoi. Voilà, c'est un équilibre. Et puis il y a l'ocytocine. L'ocytocine, déjà, si vous comparez aux autres molécules dont on a parlé, c'est une putain de grosse molécule. Et alors de suite, c'est quoi son petit nom marrant à l'ocytocine? Vous allez voir, vous allez rire. Figurez-vous que cette molécule, on l'appelle indistinctement molécule du plaisir ou molécule du bonheur. Ah mais celle-là donc, elle fait tout. En vrai, il y a même des gens qui l'appellent molécule de l'attachement mère-enfant. On va y venir. Cette molécule est produite dans le cerveau, et ensuite elle va dans le sang vers différents organes, mais attention, elle n'est pas fabriquée que dans le cerveau. Elle est également fabriquée dans les testicules et dans les ovaires, ainsi que le pancréas. Et c'est une molécule qui intéresse énormément les scientifiques pour deux raisons. La première et la deuxième. La première, c'est qu'elle semble intimement liée au concept d'attachement social. Qu'il s'agisse d'être amoureux de quelqu'un ou simplement de ressentir de l'empathie pour son prochain. Mais en même temps, et ça c'est le deuxième truc, l'ocytocine est produite par pulsion, pas en continu. Par pulsion. Et en plus, elle se dégrade très vite dans l'organisme. Et donc elle disparaît rapidement. Ce qui fait qu'en laboratoire, on ne sait pas prédire quand on va en produire, mais quand on en produit, on n'a pas beaucoup de temps pour l'étudier, donc c'est un peu une tannée sa mère à étudier. Alors par contre, il y a un autre truc aussi qu'on comprend mal, c'est le rôle de l'ocytocine dans l'accouchement. Étymologiquement, ocytocine, ça veut dire accouchement rapide. C'est l'ocytocine qui provoque les contractions utérines lors de l'accouchement. C'est-à-dire quand le travail démarre, le taux d'ocytocine ne fait qu'augmenter jusqu'à la naissance. D'ailleurs, dans les hôpitaux, quand ça traîne un peu depuis longtemps, on peut injecter de l'ocytocine directement dans le sang de la mère. Ça accélère le processus. On a également constaté que pendant toute la durée de la grossesse, le nombre de récepteurs d'ocytocine augmente. Alors juste puisqu'on parle de ça, petit truc voilà, important, au moment de l'accouchement, juste après la naissance, il faut encore expulser le placenta. Et à ce moment-là, il y a un risque d'hémorragie, hémorragie dite de la délivrance, et malgré son petit nom un peu poétique, c'est un truc tout à fait sérieux, c'est la première cause de mortalité maternelle en France. Et il y a une étude de l'INSERM qui a montré que administrer trop d'ocytocine, ça sature les récepteurs d'ocytocine, ce qui fait qu'au moment d'expulser le placenta, cette hormone n'est plus aussi efficace, et ça, apparemment, ça augmente les risques hémorragiques. Après, je dis ça, je suis youtubeur, ok si vous regardez la vidéo que vous êtes enceinte, sachez que les gens dans les hôpitaux, ils ont été formés et ils prennent en compte toutes ces infos-là. Ils ne vont pas vous injecter 4 litres d'ocytocine. Ils savent exactement quelle dose ils peuvent ou pas vous donner. Voilà, donc pas d'inquiétude particulière. Bon, sinon j'ai dit que le taux d'ocytocine, ça montait jusqu'à la naissance, mais en réalité, ça continue avec l'allaitement pour ceux qui allaitent. Lorsque le bébé tète, ça provoque une production d'ocytocine, ce qui va provoquer une contraction des glandes mammaires, qui va expulser le lait. Mais c'est pas tout. Oui, parce qu'il y a des études qui ont montré, des études sur des rongeurs notamment, qui ont montré que quand on administrait de l'ocytocine à des rongeurs, en fait, le comportement maternel augmentait. Par exemple, le fait de faire la toilette du rejeton. Du rejeton, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Toujours est-il que ça fait dire à certains scientifiques, et à ma connaissance, on n'est pas encore fixé sur le sujet, mais la proposition, vous allez voir, elle n'est pas subversive, c'est juste qu'on n'a pas encore validé l'info, quoi. Certains scientifiques, donc, pensent que la production d'ocytocine induit une augmentation de comportement maternel, ce qui signifie notamment que le fait d'allaiter augmente les comportements maternels, ce qu'on appelle un mécanisme de rétroaction maternelle. Et juste, en l'occurrence là, rétroaction, ça signifie pile ce que vous pensez que ça veut dire. Ça veut dire que l'effet de la cause est de renforcer la cause. Et c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à appeler l'ocytocine la molécule de l'attachement mère-enfant. Pareil, lors d'expérimentations avec des campagnols, alors oui, je suis d'accord, là on a l'impression que d'un coup je me mets à parler de baguettes aux céréales, mais non, voilà, le campagnol, c'est un rongeur qui ressemble vite fait à une souris. Lors d'expérimentations avec des campagnols, donc, on a constaté qu'une femelle à qui on file de l'ocytocine va avoir tendance à préférer un partenaire mâle à qui elle a déjà été confrontée auparavant, plutôt qu'un inconnu. Mais en plus, c'est-à-dire que si on arrête de lui donner de l'ocytocine, cette préférence disparaît. Il faut savoir que le campagnol, c'est une espèce qui est plutôt monogame. Voilà, j'ai oublié de le dire avant, mais c'est important dans le protocole du truc. Toujours est-il que ça semble quand même indiquer un petit peu que l'ocytocine participe à une notion d'attachement avec un congénère. Donc rebelote sur le côté attachement mère-enfant, mais en réalité pas que mère-enfant. D'où cette idée que l'ocytocine est peut-être importante dans les processus notamment d'empathie entre les personnes.
Mais alors juste, je le répète, hein, pas de conclusion hâtive. Hein. Le campagnol, c'est le campagnol, quoi. Je veux dire, quand on aura fait des études sur les humains, là, on pourra conclure sur les humains. Voilà, alors que quand on fait des tests juste sur une ou deux espèces de rongeurs, oui, on a le droit de conjecturer, de se poser la question, de dire ah, peut-être, est-ce que vous pensez que ce serait possible que... Oui, bien sûr, tout ça, c'est très bien. Mais le fond du truc, pour l'instant, c'est que on ne sait pas. Et l'ocytocine, ça marche aussi pour la confiance. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on a testé sur les humains. C'est-à-dire que si on refile de l'ocytocine à quelqu'un, ça augmente ses comportements de confiance. Enfin, et là c'est un petit peu plus compliqué pour les scientifiques d'étudier ça précisément, c'est l'impact du taux d'ocytocine dans le sang. Il semblerait que l'ocytocine soit liée au toucher en ce qui concerne le sexe, par exemple. Mais tout, hein, je veux dire, le préliminaire, l'action à proprement parler et l'orgasme. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Je veux dire, un orgasme, vous comprenez bien que chimiquement, ça doit être le sbeul, ce truc-là. Il doit y avoir plein de trucs qui s'emballent dans tous les sens avec des sécrétions de partout. Et je n'ai pas parlé d'endorphine, hein. Je me suis limité à l'adrénaline, dopamine, sérotonine, ocytocine. Je n'ai pas parlé d'endorphine. J'aurais pu également parler d'insuline, de noradrénaline, de testostérone, de progestérone, d'œstrogène. C'est vrai ça? Pourquoi on n'en a pas parlé? Mettons que je voulais vraiment focaliser sur ces 4 molécules-là, mais après, si cet épisode plaît à suffisamment de monde, il n'est pas interdit de penser que j'en ferai un deuxième, hein. Je veux dire, c'est pas interdit non plus. Sinon, autre chose sur l'ocytocine? Oui, éventuellement, il y a un truc. À notre connaissance, la production d'ocytocine n'a pas de mécanisme de feedback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui va réguler ou réduire la production d'ocytocine. Alors, ça s'explique certainement au moins en partie du fait que l'ocytocine, donc comme je l'ai dit, ça se dégrade très vite dans l'organisme, mais quand même. Ça signifie qu'on peut produire masse d'ocytocine. D'ailleurs, c'est un mode de production qui est dit en cascade, c'est-à-dire que plus on en produit, plus on en produit. Et ça, comme on l'a vu, bah, c'est pas bon de faire ça ad vitam, parce qu'à un moment donné, on aura saturé tous les récepteurs, et puis donc l'hormone supplémentaire qu'on va fabriquer, bah, elle servira à rien. Et en gros, voilà. Merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à vouloir y penser, et c'est pas vrai du tout, en plus à chaque fois que je sors une vidéo je perds des abonnés, mais bon ça fait plaisir de se rappeler les vieux bails. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu différente. N'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires, mais également par le biais des likes et des partages, si c'est un sujet qui vous plaît, si c'est un truc que vous kiffez, que je sache si ça vaut le coup aussi que je continue d'aller également dans cette direction. Bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné par la plateforme, parce que c'est des choses qui arrivent. Si vous activez la cloche, pensez bien à aller dans vos paramètres de notification, dans l'onglet abonnement, vérifiez que c'est bien activé, parce que sinon ça ne sert à rien d'activer la cloche. Ils sont ils sont taquins chez YouTube, ils aiment bien ce truc-là, voilà. Et bien sûr, pensez à partager la vidéo, c'est turbo important. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux, et prenez le temps d'y penser.